Bonjour et bienvenue sur le site du podcast Histoire en série, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Au programme, une analyse des séries d'hier, d'aujourd'hui et de demain par des spécialistes des questions mobilisées par nos shows préférés. Histoire en série, c'est le podcast qui met en relation histoire, sciences humaines et séries. Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 86 d'Histoire en série où je reçois aujourd'hui Sonia Goldblum. Bonjour Sonia. Bonjour. Alors Sonia, vous êtes déjà intervenue dans notre émission, vous aviez participé à l'excellente série Unorthodox qui était notre épisode numéro 16 où vous aviez présenté cette mini-série diffusée sur Netflix où on suivait les pérégrinations d'Esti dans une communauté ultra-orthodoxe juive entre New York et Berlin. Alors aujourd'hui, on va rester, je ne vais pas spoiler tout de suite, dans le domaine du judaïsme, des communautés aussi, d'une communauté spécifique. Mais avant ça, pour celles et ceux qui n'auraient pas écouté l'épisode 16, je vous représente. Donc, vous êtes Sonia Goldblum, maîtresse de conférences en histoire des idées allemandes à l'université de Haute-Alsace. Vous êtes spécialiste de la culture juive en Allemagne au XXe siècle et en 2011, vous avez soutenu une thèse à l'université de Strasbourg sur le dialogue amoureux et le dialogue religieux dans la correspondance de Franz Rosenzweig, qui a été d'ailleurs publié chez Hermann en 2014. Vous avez également traduit et édité un choix de lettres issues de la correspondance de Franz Rosenzweig et de Martin Buber. Vous travaillez actuellement sur des débats qui sont nés après la Seconde Guerre mondiale, sur l'existence d'une identité judéo-allemande avant 1933 et sur ce que parfois on appelle la symbiose judéo-allemande. Alors aujourd'hui, on va peut-être s'éloigner du caractère germanique allemand et on va aller vers Israël présenter, Sonia, la série Shitzel. Oui, alors donc Shtisel, c'est une série qui a eu pas mal de succès, surtout en Israël, mais aussi aux États-Unis et en France. C'est une série dont on a 2 saisons de 12 épisodes et le trailer de la 3e saison est sorti en décembre. La première saison date de 2013. Hein. Alors, l'équipe de réalisation est assez connue. Les auteurs sont Ori Elon et Jonathan Idurski. Ils ont tous les deux grandi dans des milieux orthodoxe pour Ori Elon et ultra-orthodoxe pour Indurski, et ils ont un intérêt profond pour les communautés religieuses en Israël. Ils ont également travaillé à deux séries, donc Shrugim, une série israélienne aussi, qui traitait des milieux nationaux orthodoxes de Jérusalem et de problèmes plus politiques, de problèmes liés au sionisme. Et en 2018, ils ont présenté une série dystopique qui s'appelle Autonomies et qui présente le monde ultra-orthodoxe sous un jour beaucoup plus sombre que celui de Shtisel, qui est une série qui présente en fait les problèmes et les espoirs des membres de la famille Shtisel, qui est une famille Haredi, une famille ultra-orthodoxe qui vit à Jérusalem. Et cette présentation, elle a un caractère assez original parce qu'elle ne présente jamais ce milieu comme incompatible avec la société contemporaine, mais sont des conflits internes qui sont des conflits qui pourraient être ceux de n'importe qui, sauf qu'ils sont ancrés dans un monde et dans des règles tout à fait particuliers. Pas non plus d'ailleurs de témoignages d'un conflit par exemple, de ce groupe avec d'autres groupes. Donc la série Shtisel a ce caractère particulier, néanmoins elle s'inscrit dans une vague de succès très forte des séries israéliennes actuellement. On rappellera que, par exemple, la série actuelle d'Arte, qui fait un beau succès en thérapie, est la seconde adaptation d'une série israélienne qui s'appelle Betty Pool, en langue originale, qui a aussi été adaptée aux USA. Et voilà, on pourra parler de Ratoufim ou de Fauda, qui a fait l'objet, je crois, d'un épisode de votre podcast.
Oui, l'épisode 73 avec Rina Cohen où on avait présenté Fauda. Vous avez tout à fait raison hein, de rappeler ce succès des séries israéliennes. On a depuis une dizaine d'années, on va dire, beaucoup de séries diffusées, alors notamment sur Netflix, mais pas que. Hein. Arte, vous l'avez rappelé, a diffusé certaines séries qui ont été produites d'ailleurs ou coproduites. On peut penser à No Man's Land par exemple, coproduite par Israël. Et aussi, Canal+, récemment, avait diffusé la série Our Boys, très très intéressante aussi sur ces relations, ces idées de vengeance entre Palestiniens et Israéliens. Et puis une autre série qui était plus une enquête, on va dire, policière, la série Possession. Et je ne parle que de l'actualité vraiment récente de ces quelques dernières années. D'autres séries, vous l'avez rappelé, étaient là. Donc Israël est vraiment une terre de séries. Hein. Canal+ avait fait un reportage là-dessus il y a quelques temps. Vous avez raison de rappeler tout ça. Alors, peut-être pour celles et ceux qui n'auraient pas vu Stiesel, est-ce que tout de suite, Sonia, vous pourriez nous en faire le pitch en présentant les personnages principaux? Oui, alors globalement, donc c'est une série sur la vie quotidienne de la famille Stiesel qui vit dans le quartier Haredi ou ultra-orthodoxe de Géoula à Jérusalem. C'est un quartier qui est proche de Mea Shearim, hein, donc du quartier emblématique des ultra-orthodoxes. Et on arrive au début de la première saison, on est confronté donc à Shulem, le père, le patriarche, qui constitue le point de jonction entre tous les personnages. Et Shulem vient de perdre sa femme, Dvoira, et il est affecté par les problèmes d'abord de son fils Akiva, qui est la figure centrale et sur laquelle on aura l'occasion de revenir, mais de son autre fils, Aryeh, et de sa fille Giti. Et donc, il est comme ça, à la jonction des difficultés, il est aussi présenté comme le garant de la tradition, le garant du respect des règles, mais il a également son propre agenda sentimental après la mort de son épouse. C'est quelqu'un qui dirige une école, qui se présente comme un enseignant et comme un père, et voilà, qui est le porteur du patriarcat dans la série. Son fils, Akiva, est un artiste, et c'est justement cette dimension artistique qui va cristalliser l'ensemble des difficultés qui sont celles d'Akiva dans la vie, et puis qui sont aussi emblématiques du type de problème dont traite la série. Donc, il est artiste et il est célibataire, et il y a toute une partie de la série qui sert à montrer les errances amoureuses d'Akiva dans la recherche d'une compagne, et puis sa difficulté à faire coïncider sa volonté donc de fonder une famille et son talent artistique. Donc c'est une figure sur laquelle on reviendra parce qu'elle présente vraiment pas mal d'intérêt, mais qui est centrale. Donc Akiva a un frère et une sœur. Donc sa sœur Giti, qui a des problèmes avec son mari, Lippe, et puis donc dans la famille de Giti, on est dans une structure très classique chez les ultra-orthodoxes, avec 5 peut-être 6 enfants à la fin, et puis des difficultés de couple. Elle est présentée, donc assez vite émerge la figure de sa fille aînée, Rouhami, qui fera l'objet d'un champ d'intrigue dans la deuxième saison, puisqu'elle tombe amoureuse et essaye d'imposer à ses parents une union alors même qu'elle est très jeune avec un jeune homme extrêmement religieux. Donc ça et puis on a Tzvi Aryeh qui est le frère d'Akiva, qui lui aussi est peut-être une figure plus secondaire, mais est présenté avec à la fois des aspirations artistiques et puis des aspirations de montée au sein d'ascension sociale au sein de la communauté. Alors, il y a une figure à laquelle moi je tiens particulièrement, mais je pense que ça fait partie des figures que les spectateurs aiment bien, c'est Malka, qui est la grand-mère
d'Akiva, qui est la mère de Shulem, qui est une femme très âgée, qui est en maison de retraite, qui souffre d'Alzheimer et qui est une figure vraiment importante parce que c'est un des ressorts à la fois de l'émotion dans la série et du comique. C'est pas une série qui est une série très drôle, mais Malka, avec sa passion pour les séries américaines à la télé, alors même que c'est quand même plutôt pas autorisé de regarder la télévision dans ce milieu, ou avec la confusion causée par la maladie qui fait qu'elle prend un monsieur séfarade de sa résident de sa maison de retraite pour son époux, elle allège d'une certaine manière l'atmosphère. C'est un personnage qui est présenté comme très tendre et qui est sympathique. Dans la deuxième saison, on est confronté avec Mourem, le frère de Shulem, qui lui est une figure du conflit et qui est principalement intéressé par les affaires et par l'argent. Il est présenté comme un homme d'affaires venant de Anvers et donc il vient à Jérusalem avec sa fille Libby, qui est un des grands amours d'Akiva, et toute une partie de la deuxième saison, grande partie de la deuxième saison va être consacrée aux allers-retours amoureux entre Libby et Akiva. Donc, à la manière dont j'ai décrit les choses, on voit qu'il s'agit d'un soap, en fait. C'est-à-dire qu'on a une ligne d'intrigue qui est très mince, qui concerne principalement mariera pas, et qui fait l'objet d'allers-retours constants sur des sujets donnés qui concernent principalement le mariage d'Akiva, sa vie artistique, sera-t-il obligé d'abandonner la peinture pour se marier? Arrivera-t-il à se marier? Rouhami pourra-t-elle rester avec son compagnon? Donc des allers-retours comme ça qui maintiennent un certain suspense, on pourrait dire de manière positive, ou qui agacent le spectateur. Voilà, c'est ce qu'on pourrait dire un peu longuement sur l'intrigue de Shtisel. On avait découvert dans Un orthodoxe une communauté qui vivait principalement à New York, les Hassidites. Ici, on est en Israël. On découvre une autre communauté ultra-orthodoxe, les Haredis. Vous l'avez évoqué en présentant la série. Alors, c'est vrai que, comme vous dites, hein, c'est une série qui est très soap. Donc, il y a parfois, c'est peut-être un petit peu agaçant, ces allers-retours sans cesse sur les relations amoureuses. Moi, j'ai trouvé, par contre, que ce qui était intéressant, c'était de découvrir une culture si on ne travaille pas dessus, que l'on ne connaît pas, cette culture du milieu ultra-orthodoxe, que ce soit d'ailleurs positif ou négatif, hein, vous allez peut-être me dire, on est quand même plongé dans la façon où c'est tourné, dans le quotidien. On a parfois l'impression d'être dans une vraie famille que l'on suit comme ça, presque en tant que voyeur. Oui, donc cette communauté Haredi, donc voilà, ça fait partie. Le mouvement ultra-orthodoxe juif en Israël est assez je ne sais pas s'il est protéiforme, mais en tout cas il a plusieurs petits groupes. Il est composé de plusieurs petits groupes, et on avait et là on présente donc un groupe qui est un groupe qui fait partie des groupes sans doute les plus sectaires, on pourrait dire, ou les plus fermés du monde ultra-orthodoxe, avec des systèmes de règles qui sont extrêmement stricts. Et pour un orthodoxe, on avait parlé de la dimension esthétisante ou ethnographique de la vision donnée des ultra-orthodoxes, avec à la fois une très grande précision dans le rendu des rituels, et puis une volonté un goût du détail. Ici, on en a une vision qui est beaucoup plus quotidienne, qui est très centrée sur l'alimentation. On remarquera, il y a beaucoup de scènes de nourriture qui met le spectateur presque dans une situation d'observation participante. On est invité
dans la cuisine de Schulem Stiesel. On a les sandwichs, les diverses choses à manger, avec aussi, ce versant alimentaire est assez intéressant parce que dans une société où les élans du cœur sont les mêmes que partout ailleurs, mais en revanche, l'érotisme est quand même absolument banni. La question du partage de nourriture prend le rôle d'un échange érotique à plusieurs endroits, et notamment dans la relation qu'entretient le patriarche Schulem Stiesel avec sa secrétaire, avec laquelle il mange depuis le début de la série, et où il y a des échanges de nourriture, de petites boîtes de nourriture. Donc il y a cette dimension très quotidienne d'une présentation de communautés avec des lois qui sont des lois très sévères. En revanche, et ce qu'on voit bien aussi, c'est la pauvreté de ces communautés. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans une vie opulente. C'est une vie qui est modeste. On voit les intérieurs qui sont des intérieurs pauvres. C'est quelque chose qui est montré assez clairement. C'est une pauvreté qui est causée par le fait que ce sont des communautés qui ne travaillent pas pour gagner de l'argent, mais qui se consacrent à l'étude. Alors, ce qui dans Stiesel est pas, il y a quand même, il y a ce Reder, cette école de Torah que dirige Schulem. Donc, il y a des personnages qui travaillent. À un moment, Akiva va obtenir une bourse qui lui fournit un revenu. Il y a des personnages qui ont des revenus quand même, mais on n'est pas, en tout cas, le travail pourvoyeur de capacité financière n'est pas au centre de la vie de cette communauté. Alors, juste pour le rappeler rapidement, dans le judaïsme traditionnel d'avant 1750 en Europe, la question de l'orthodoxie ne se pose pas. L'orthodoxie et l'ultra-orthodoxie naissent en fait dans un moment de modernité qui voit l'émergence des différents courants du judaïsme. Ce sont des mouvements qui naissent en gros au XIXe siècle en Europe centrale. Donc voilà, donc il faut pas prendre ces communautés comme un miroir de ce qu'était le judaïsme avant l'émancipation, avant ce qu'on appelle un peu vite la sortie du ghetto. C'est vraiment un effet de modernité que la naissance de ces communautés, et d'ailleurs sont des communautés qui sont énormément renforcées après la Shoah, avec cette idée de remplacer les Juifs qui ont été massacrés en faisant beaucoup d'enfants. Donc il y a aussi cette question démographique sur laquelle on pourra peut-être revenir un peu plus tard. L'originalité du propos dans la série sur cette communauté Haredi, c'est que jamais la communauté et ses règles ne sont fondamentalement remises en cause par aucun des personnages. C'est-à-dire que les points de conflictualité, ils relèvent d'une quête personnelle de chacun des personnages, mais pas d'une opposition tradition-modernité ou d'une opposition avec d'autres groupes sociaux. Et c'est sans doute le fait que la vie dans cette communauté-là soit affirmée et pas remise en cause, c'est sans doute ce qui fait aussi son succès chez les membres de cette communauté en Israël, où on dit, j'ai lu dans un article qu'il y avait des juifs ultra-orthodoxes qui se passaient la série un peu sous le manteau, parce que c'est pas trop autorisé, mais qui étaient eux assez contents de la manière dont ils étaient montrés. Voilà. Ah oui, j'ai pas parlé de la question des langues. Est-ce que vous voulez que j'y revienne un petit peu, ou on en parle après, ou... J'allais y venir, justement, Sonia, c'est très intéressant parce que vous aviez dit, quand on s'était vu il y a quelques mois pour un orthodoxe, vous aviez dit c'est très intéressant parce qu'on entend du yiddish
à l'écran. Alors, qu'est-ce qu'il en est ici? On est en Israël, on parle hébreu, le yiddish, comme c'est une langue qui est quand même fondamentale dans le judaïsme, surtout dans ces judaïsmes, vous l'avez dit, hein, qui sont nés, dans ces communautés nées au 19e siècle en Europe, où en Europe, la langue était le yiddish. Qu'est-ce qu'on voit véritablement dans cette série-là? Alors, dans un orthodoxe, la communauté, la langue de communication était était le yiddish. C'est pas le cas ici. C'est-à-dire, tout le monde parle hébreu. Et le yiddish est réservé, en fait, à la conversation entre Shulem et sa mère, et Malka, donc la conversation avec les personnes âgées, sans doute parce que… Alors, on ne sait pas dans quelles circonstances cette famille est arrivée en Israël. On a l'idée qu'ils sont peut-être venus de… Enfin, je crois me souvenir qu'ils viennent de Minsk, mais ce n'est pas du tout un sujet central. Mais en tout cas, Shulem parle yiddish avec Malka, qui ne parle pas très bien hébreu, et il parle yiddish un peu, ou en grande partie avec son frère Nouchem. Donc, on sent que le yiddish, c'est la langue de la génération d'avant. C'est la langue de la génération, en gros, post-Shoah, mais que la langue des jeunes, enfin, c'est l'hébreu, et il n'y a pas de remise en cause. Il y a des moments de communication entre Giti et son époux en yiddish pour pas que les enfants comprennent. Ça, c'est une des fonctions du yiddish. Donc, le yiddish est présent linguistiquement, mais il n'est pas du tout central comme il pouvait l'être dans un orthodoxe. Il s'agit d'une communauté où on parle hébreu au quotidien. J'aurais aimé, vous avez commencé à évoquer la question de la modernité tout à l'heure, j'aurais aimé qu'on y revienne un tout petit peu parce que c'est très intéressant, surtout pour les gens comme moi qui ne connaissent pas véritablement l'histoire de ces communautés ultra-orthodoxes. Vous avez dit, Sonia, qu'il ne faut pas qu'on imagine que la façon dont vivent ces gens-là aujourd'hui, c'est une façon qui date de plusieurs centaines d'années, voire des millénaires, que cette façon-là de vivre a été inventée au 19e siècle, justement pour aller contre un courant de modernité qui s'est développé notamment en Europe centrale et en Allemagne. Est-ce que vous pourriez expliquer un tout petit peu cela? Parce que véritablement, en Occident, en tout cas, ou ceux qui ne connaissent pas l'histoire de l'Europe centrale ni l'histoire d'Israël, peuvent se tromper en se disant que ces gens-là, ce sont les gardiens d'une tradition qui est millénaire. Or, si je ne me trompe pas, Sonia, vous allez me dire, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire, c'est une histoire assez complexe, mais en tout cas, il y a cette question des courants dans le judaïsme qui mène à l'existence de l'ultra-orthodoxie. C'est une affaire du 19e siècle. C'est-à-dire qu'il y a une forme d'entrée dans la modernité qui se fait avec la constitution de différents courants. Et le fait, par exemple, de conserver un vêtement qui n'est pas adapté aux conditions climatiques, etc., c'est quelque chose qui relève de la fixation d'une réalité qui était bien plus mouvante quand ces communautés-là vivaient en Europe, où il y a un certain nombre de la tradition, par exemple, de la perruque, hein, du port de la perruque chez les ultra-orthodoxes en Israël et à New York notamment. C'est une tradition qui était moins fixe dans la tradition juive, donc plus ancienne. D'abord parce qu'on n'avait pas forcément l'argent de se faire une perruque, mais bref. Mais en tout cas, il y a des points qui sont devenus des points de fixation identitaire qui n'étaient pas à une certaine période. C'est-à-dire que c'est parce que ces questions d'identité sont devenues un peu fluctuantes, un peu mouvantes, qu'on a eu besoin de dire
ça c'est la tradition et d'opérer une fixation. On est dans le cadre de ce que Eric Hobsbawm appelle l'invention de la tradition, qui est un concept qui a été repris ensuite par une historienne israélienne qui s'appelle Shulamit Folkov, et qui dit bien qu'on est dans une forme de réaction en fait à la modernité, bien plus que dans une simple conservation de tradition ancestrale. J'aimerais maintenant, Sonia, qu'on s'intéresse au personnage d'Akiva Shitzel, parce que c'est un personnage qui est marquant, qui reflète un certain nombre de conflits tels qu'on peut les voir dans la série, les conflits qu'il peut y avoir à l'intérieur du groupe, les conflits aussi peut-être qu'il peut y avoir, les incompréhensions entre les Israéliens, on va dire lambda, et les membres des communautés ultra-orthodoxes. Ça apparaît très bien. Et justement, ce côté-là est intéressant pour comprendre, vous l'avez dit, l'extrême diversité actuelle de la société israélienne. Oui, alors Akiva Shitzel, donc d'abord l'acteur est très beau. On a choisi vraiment quelqu'un de tout à fait magnifique, qui est très marquant, avec des yeux clairs, etc. Et il est présenté dès le début. Donc c'est assez amusant parce que on montre une communauté qui est vraiment pas dans la séduction des attributs extérieurs, on pourrait dire, et on a une espèce de jeune premier ultra orthodoxe et avec une volonté assumée de présenter comme ça. Et c'est un personnage qui dessine, qui est présenté dès le départ comme celui qui dessine. Et c'est problématique. Alors, pourquoi c'est problématique? Alors là, il faut peut-être revenir un tout petit peu aux règles du judaïsme. C'est que le troisième commandement, formulé, alors là, je prends la traduction de Louis II, « Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux, plus bas que la terre. » Donc, pas de représentation a priori des créatures de Dieu, selon le troisième commandement. Alors, il faut savoir que dans le judaïsme, la Bible ne vaut pas toute seule, c'est-à-dire qu'elle est l'objet d'interprétations, et ce sont ces interprétations qui précisent en fait l'extension des autorisations ou des interdits. Donc, il y a, chez des juifs qui ont une vision peut-être un peu plus moderne ou un peu plus conforme à notre vie actuelle qui est saturée d'images, plutôt tendance à dire qu'en fait le problème c'est l'idolâtrie dont l'image fait l'objet. Et d'ailleurs, ce qui est frappant dans la série, c'est qu'il n'y a pas d'interdiction formelle qui est faite à Akiva de dessiner, mais c'est en permanence source de problèmes. C'est-à-dire qu'à aucun moment, il y a quelqu'un qui lui dit « c'est interdit, il ne faut pas le faire ». On lui demande d'arrêter, son oncle notamment lui demande d'arrêter pour épouser sa fille, mais c'est pas comme s'il faisait quelque chose qui était absolument… c'est pas comme s'il brisait un interdit absolu. Mais il est en permanence… à la limite de ce qui est interdit. Et cette question de l'art figuratif, elle est en permanence le point d'achoppement pour la communauté. Et avec un épisode central à la fin de la deuxième saison, où Akiva a peint sa mère avec un enfant sur une chaise. C'est une peinture où la mère est en bleu, elle est peinte avec son enfant, et il passe à la télévision. Alors déjà, bon, passer à la télévision, c'est compliqué, pas très autorisé. Cette peinture qui doit faire la couverture qui doit être la peinture de présentation d'une exposition est montrée, et Akiva, à qui on pose la question de savoir s'il y a une influence chrétienne des vierges à l'enfant dans cette représentation, dit non, c'est une représentation à la fois de la féminité éternelle, et puis aussi c'est ma mère.
ce qui est extrêmement mal pris par son père. À partir de ce moment-là, il y a une espèce de ligne rouge qui est franchie. Donc, le fait d'être un artiste confronte Akiva en permanence à des limites qui sont celles de l'acceptabilité de son activité au sein de la communauté. Ça fait de lui, le fait qu'il soit un artiste, une espèce de figure pont ou de figure seuil, on pourrait dire, c'est-à-dire qu'il est en contact avec le monde extérieur, à la société assez réduite des Haredim de Géoula, et notamment avec le galeriste Kaufmann, pardon. Et ce monsieur Kaufmann, qui est galeriste, il est intéressant parce qu'il est présenté comme le descendant d'un juif religieux. Ça, c'est une espèce de blague, c'est-à-dire qu'à un moment où il y a une rencontre à la remise d'un prix qu'obtient Akiva, il y a une rencontre entre son père et des membres de la communauté artistique de Jérusalem. Et tout le monde dit, oui, moi je suis le fils, moi je suis le petit-fils de tel juif religieux, ce qui montre bien que, voilà, l'espèce de perte de religiosité dans certains milieux. Mais donc, cette figure du galeriste, il est présenté comme le descendant du juif religieux, mais en fait, sa religion, c'est l'art. C'est-à-dire que, par exemple, il dit, il ne faut pas dormir dans le studio, dans l'atelier dans lequel Akiva peint, c'est comme une synagogue, il ne faut pas dormir dedans. Et Shulem, donc le père, l'appelle pas Kaufmann, mais l'appelle Kaufmann. C'est aussi un emploi pour le coup du yiddish, hein, en lui redonnant un nom qui veut dire en fait commerçant. Hein. Donc il l'accuse de succomber au culte de l'argent, alors même que le culte de ce Kaufmann, ça a plutôt l'air d'être un culte de l'art. Donc il y a une espèce d'opposition en plus entre deux attitudes religieuses, hein, celle de religiosité profonde de la communauté Haredi et puis celle d'une forme de religion, d'une religion de l'art. Il y a deux aspects qui me paraissent intéressants sur cette histoire de la religion, sur cette histoire des liens entre religion et art. C'est que à un moment, Akiva peint, et il est dans une espèce de transe artistique et il oublie ses phylactères. Il oublie de mettre il a oublié les téphilines, il a oublié les phylactères. Et donc, à ce moment-là, le message est extrêmement clair, c'est-à-dire que la passion artistique est dangereuse parce qu'elle mène à oublier les règles fondamentales, hein, donc les phylactères qui sont posés pendant la prière, les règles fondamentales qui régissent la vie de ces juifs, de ces juifs. Donc, et là, pour le coup, c'est pas simplement les juifs ultra-orthodoxes, hein, ça c'est l'ensemble des juifs religieux. Donc, il y a un danger qui est de cet ordre-là. Et si on va un petit peu au-delà de simplement ce personnage-là, en fait, la série montre comment des passions ou des aspirations individuelles fortes sont perçues comme potentiellement dangereuses pour le groupe. Et donc, le point central, c'est Akiva et son rapport à l'art, mais on a aussi des modèles un peu plus petits. Par exemple, on a un des enfants de Gitti qui s'entiche d'un petit chien qui est devant son école et il le ramène dans son internat. Donc, il y a un élément comique avec cette histoire de petit chien, mais en fait, le chien est un animal impur et l'amour de cet enfant pour son chien le pousse à ne pas respecter un certain nombre des règles qui sont celles de la communauté. Donc, l'idée de l'aspiration individuelle comme étant potentiellement un risque pour la communauté, ça, c'est un des sujets absolument centraux de la série, alors même qu'aucun des personnages n'est présenté comme souhaitant quitter la communauté, il n'en est pas question. Mais simplement, cette question de l'aspiration individuelle, elle amène
les personnages à faire des expériences d'exigences incompatibles qui les mettent en difficulté par rapport à la communauté. Dernière chose peut-être sur ce sujet, c'est que alors j'ai l'habitude de dire qu'on n'est pas juif tout seul. C'est-à-dire que le judaïsme n'est pas une religion de l'individu, c'est une religion du respect des traditions et qui sont en règle générale des traditions collectives. C'est pas une religion de l'intériorité, l'étude se fait à plusieurs, la prière se fait à plusieurs, c'est une religion voilà, qui a pour structure de base un peu la famille et puis la communauté. Et il y a cette idée dans le judaïsme que, d'une certaine manière, chaque juif est comptable des comportements de tous les juifs. Donc il y a une forme aussi de contrôle social, et quand un individu souhaite quelque chose pour lui, eh ben, il doit en rendre compte et il doit, d'une certaine manière, en assumer les conséquences par rapport à l'ensemble de la communauté. Cette Voilà analyse, un peu ce que je voulais dire sur ce sujet, un développement un petit peu long. Cette analyse, elle est justement très intéressante, Sonia, parce que j'aimerais maintenant qu'on étudie la réception de la série et à différentes échelles cette réception. Vous avez commencé à dire effectivement que certains ultra-orthodoxes avaient pu regarder cette série, même si c'est pas forcément autorisé, plus ou moins sous le manteau. J'aurais aimé aussi savoir comment elle est perçue, cette série-là, cette vie dans ces communautés ultra-orthodoxes, comment elle est vue à travers la série dans le reste d'Israël, j'allais dire dans les Israéliens, chez les Israéliens qui ne sont pas forcément ultra-orthodoxes comme ça. Comment est-ce qu'ils perçoivent leurs compatriotes qui pratiquent ces courants du judaïsme très orthodoxe. Et puis, vous l'avez dit aussi, succès en France et surtout aux États-Unis, où il y a justement, comme on l'avait vu dans un orthodoxe, quelques communautés ultra-orthodoxes qui se développent là-bas aussi. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire véritablement sur comment cette série a été reçue dans ces différents milieux, Sonia? Alors en fait, bon, il y a plusieurs aspects de la réception. D'abord, c'est un beau succès, avec, comme je disais, la volonté d'une adaptation aux États-Unis, avec des prix. Hein. La série a obtenu 10 prix à l'équivalent des Césars ou des Césars de la télévision israélienne. Hein. Donc ça a vraiment été un succès à la fois auprès du public et puis un succès auprès des professionnels. Donc, de ce point de vue-là, voilà, c'est indubitable. Je pense que l'audience de la série va largement au-delà des communautés orthodoxes ou ultra-orthodoxes. Mais en fait, il y a deux points qui sont des points de critique importants. Alors, le premier point de critique, c'est que la série, si elle ne montre pas la relation de ces communautés ultra-orthodoxes avec le reste de la société, elle ne montre pas non plus les conflits qui traversent la société israélienne et qui sont des conflits auxquels ces communautés ont tout à fait part. D'ailleurs, c'est une série qui n'évoque jamais ni le rapport à la politique, ni le rapport à l'histoire. Ce qui est toujours assez étonnant, parce que, du moins en Europe, quand on parle de judaïsme, on est tout de suite dans une perspective qui prend en compte une forme de profondeur historique, et notamment la Shoah. Là, il n'en est absolument jamais question. On peut trouver ça d'ailleurs, par certains côtés, assez rafraîchissant. Mais cette dimension politique, alors, elle ne fait pas partie des centres d'intérêt primaires ou primordiaux des communautés harédim. Hein. Ils ne sont pas particulièrement intéressés par la politique, mais néanmoins, ils ont des partis politiques qu'ils ont été en fait un peu amenés à créer pour défendre leurs intérêts spécifiques, qui sont de pousser des lois contraignantes sur le respect des commandements et défendre une vision religieuse du monde
dans la sphère des institutions politiques, c'est-à-dire que leur vie est quand même plus facile si leur mode de vie est largement accepté et représenté dans les institutions politiques. Donc ça, c'est un des objectifs de ces partis. Et puis le deuxième objectif de ces partis, c'est de défendre la collecte de fonds d'État pour le financement des familles nombreuses et des institutions religieuses. Parce que, en fait, ce sont des communautés qui sont très pauvres, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, parce qu'elles se consacrent principalement à l'étude, parce qu'elles ont comme première fonction, du moins c'est comme ça qu'elles voient les choses, de faire des enfants. Et donc, elles vivent en grande partie dans la pauvreté. Et ces aides dont elles bénéficiaient, ont diminué régulièrement depuis 2001, aussi pour des questions, pour des raisons de financement. Et puis, ce sont des communautés qui sont exemptes du service militaire, en sachant que le service militaire, ça fait partie voilà, des tâches qui incombent à tout Israélien et toute Israélienne, et la défense, je veux dire la défense du pays, et qu'ils ne participent pas à cet effort qui est demandé à tous et toutes. Et ces dernières années, il y a quand même pas mal de voix qui se sont élevées contre ce qui est perçu comme un privilège, hein. Donc ça, c'est un des points critiques sur les questions sur l'occultation de la dimension de conflictualité politique potentielle, qui est inhérente à la vie de ces communautés. Et puis voilà, que quand elles s'installent dans un quartier, elles ont tendance un peu à faire la police et à imposer un mode de vie assez spécifique à l'ensemble des habitants de ce quartier. Donc il y a des conflits qui peuvent être assez forts et qui, en l'occurrence, apparaissent vraiment de manière très, très, très marginale dans la série. Et puis, l'autre point de critique, et c'était un point de critique qu'on avait déjà rencontré avec Unorthodox, c'est la critique de l'image de l'orthodoxie et, d'une manière plus générale, du judaïsme observant, qui est donné par Stiesel, qui a tendance un peu à occulter l'existence d'autres communautés qui sont également des communautés religieuses et observantes, mais qui sont moins insulaires et qui en fait sont plus intégrées dans la modernité. Et pour moi, c'est quelque chose, c'est une interrogation qui est persistante chez moi, c'est la fascination pour ces milieux visiblement orthodoxes. C'est-à-dire que le fait, j'ai l'impression en tout cas que la religiosité soit visible avec un côté un petit peu exotique, c'est quelque chose qui est un objet de fascination et qu'on peut critiquer à la fois en disant que c'est un objet de fascination qui est quand même très rétrograde, très conservateur, etc. et que peut-être c'est pas la meilleure des choses d'être fasciné par ces communautés. Ça, ce serait un type de critique. Puis un autre type de critique, qui vient, alors notamment, il y a un site qui s'appelle Jew in the City, où il y a une américaine orthodoxe qui se plaignait de l'image de l'orthodoxie qui était donnée par Stiesel, en disant qu'elle vivait, elle aussi, dans une communauté accueillante, observante, où la famille est une valeur importante, où l'orthodoxie est respectée, mais qu'en revanche, eux, ils faisaient des études, ils gagnaient de l'argent, etc. Donc là, il y a des conflits au sein du judaïsme observant aussi, qui rejaillissent dans les critiques qui sont formulées à l'égard de Stiesel. Voilà. Sonia Goldblum, merci pour cette intervention autour de cette série israélienne Stiesel qui a permis aussi de voir, de comprendre le fonctionnement de ces communautés ultra-orthodoxes que l'on voit parfois aux informations, à la télévision et qui nous posent des questions quand on ne connaît pas ce milieu. Et j'espère qu'en écoutant l'émission et en découvrant cette série, les auditeurs pourront voir, interpréter des choses là aussi qui leur permettra de comprendre comment
comment vivent ces gens dans ces quartiers, comme vous l'avez dit, de Géoula, notamment à Jérusalem, mais aussi parfois dans d'autres espaces plus conflictuels, notamment les colonies avec la Palestine. Sonia Goldblum, vous avez fourni, comme toujours, un petit résumé de ce que l'on a dit aujourd'hui dans l'émission et une bibliographie indicative que l'on retrouve sur notre site histoireensérie.com à la page de l'émission 86. Vous retrouverez aussi, chers auditeurs, sur le site nonfiction.fr un résumé de l'émission et les liens pour aller l'écouter sur les différentes plateformes de podcast et sur YouTube. Sonia, il ne me reste plus qu'à vous remercier et puis Merci à vous. À bientôt À peut-être. bientôt. Au revoir. Au revoir. Cette analyse, elle est justement très intéressante, Sonia, parce que j'aimerais maintenant qu'on étudie la réception de la série et à différentes échelles cette réception. Vous avez commencé à dire effectivement que certains ultra-orthodoxes avaient pu regarder cette série, même si c'est pas forcément autorisé, plus ou moins sous le manteau. J'aurais aimé aussi savoir comment elle est perçue, cette série-là, cette vie dans ces communautés ultra-orthodoxes, comment elle est vue à travers la série dans le reste d'Israël, j'allais dire dans les Israéliens, chez les Israéliens qui ne sont pas forcément ultra-orthodoxes comme ça, comment est-ce qu'ils perçoivent leurs compatriotes qui pratiquent ces courants du judaïsme très orthodoxe. Et puis, vous l'avez dit aussi, succès en France et surtout aux États-Unis, où il y a justement, comme on l'avait vu dans un orthodoxe, quelques communautés ultra-orthodoxes qui se développent là-bas aussi. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire véritablement sur comment cette série a été reçue dans ces différents milieux, Sonia? Alors en fait, bon, il y a plusieurs aspects de la réception. Alors, d'abord, c'est un beau succès. Ouais, comme je disais, la volonté d'une adaptation aux États-Unis, avec des prix. Hein, la série a obtenu 10 prix à l'équivalent des Césars ou des Césars de la télévision israélienne. Hein, donc ça a vraiment été un succès à la fois auprès du public et puis un succès auprès des professionnels. Donc, de ce point de vue-là, voilà, c'est indubitable. Je pense que l'audience de la série va largement au-delà des communautés orthodoxes ou ultra-orthodoxes. Mais en fait, il y a deux points qui sont des points de critique importants. Alors, le premier point de critique, c'est que la série, si elle ne montre pas la relation de ces communautés ultra-orthodoxes avec le reste de la société, elle ne montre pas non plus les conflits qui traversent la société israélienne et qui sont des conflits auxquels ces communautés ont tout à fait part. D'ailleurs, c'est une série qui n'évoque jamais ni le rapport à la politique, ni le rapport à l'histoire. Ce qui est toujours assez étonnant, parce que, du moins en Europe, quand on parle de judaïsme, on est tout de suite dans une perspective qui prend en compte une forme de profondeur historique, et notamment la Shoah. Là, il n'en est absolument jamais question. On peut trouver ça d'ailleurs, par certains côtés, assez rafraîchissant. Mais cette dimension politique, alors, elle ne fait pas partie des centres d'intérêt primaires ou primordiaux des communautés haredim. Hein. Ils ne sont pas particulièrement intéressés par la politique, mais néanmoins, ils ont des partis politiques qu'ils ont été en fait un peu amenés à créer pour défendre leurs intérêts spécifiques, qui sont de pousser des lois contraignantes sur le respect des commandements et défendre une vision religieuse du monde dans la sphère des institutions politiques. C'est-à-dire que leur vie est quand même plus facile si leur mode de vie est largement accepté et représenté dans les institutions politiques. Donc ça, c'est un des objectifs de ces partis. Et puis le deuxième objectif de ces partis, c'est de défendre la collecte de fonds d'État pour le financement des familles nombreuses et des institutions religieuses. Parce que, en fait, ce sont des communautés qui sont très pauvres, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, parce qu'elles se consacrent principalement à l'étude, parce qu'elles ont comme première fonction, du moins c'est comme ça qu'elles voient les choses, de faire des enfants.
Et donc, elles vivent en grande partie dans la pauvreté. Et ces aides dont elles bénéficiaient ont diminué régulièrement depuis 2001, aussi pour des questions, pour des raisons de financement. Et puis, ce sont des communautés qui sont exemptes du service militaire, en sachant que le service militaire, ça fait partie des tâches qui incombent à tout Israélien et toute Israélienne, et la défense, on peut dire la défense du pays, et qui ne participent pas à cet effort qui est demandé à tous et toutes. Et ces dernières années, il y a quand même pas mal de voix qui se sont élevées contre ce qui est perçu comme un privilège, hein. Donc ça, c'est un des points critiques sur les questions sur l'occultation de la dimension de conflictualité politique potentielle, qui est inhérente à la vie de ces communautés. Et puis que quand elles s'installent dans un quartier, elles ont tendance un peu à faire la police et à imposer un mode de vie assez spécifique à l'ensemble des habitants de ce quartier. Donc il y a des conflits qui peuvent être assez forts et qui, en l'occurrence, apparaissent vraiment de manière très, très, très marginale dans la série. Et puis, l'autre point de critique, et c'était un point de critique qu'on avait déjà rencontré avec Unorthodox, c'est la critique de l'image de l'orthodoxie et, d'une manière plus générale, du judaïsme observant, qui est donné par Shtizel, qui a tendance un peu à occulter l'existence d'autres communautés qui sont également des communautés religieuses et observantes, mais qui sont moins insulaires et qui en fait sont plus intégrées dans la modernité. Et pour moi, c'est quelque chose, c'est une interrogation qui est persistante chez moi, c'est la fascination pour ces milieux visiblement orthodoxes. C'est-à-dire que le fait, j'ai l'impression en tout cas que la religiosité soit visible avec un côté un petit peu exotique, c'est quelque chose qui est un objet de fascination et qu'on peut critiquer à la fois en disant que c'est un objet de fascination qui est quand même très rétrograde, très conservateur, etc. et que peut-être c'est pas la meilleure des choses d'être fasciné par ces communautés. Ça, ce serait un type de critique. Puis un autre type de critique, qui vient, alors notamment, il y a un site qui s'appelle Jew in the City, où il y a une américaine orthodoxe qui se plaignait de l'image de l'orthodoxie qui était donnée par Shtizel, en disant qu'elle vivait, elle aussi, dans une communauté accueillante, observante, où la famille est une valeur importante, où l'orthodoxie est respectée, mais qu'en revanche, ils faisaient des études, ils gagnaient de l'argent, etc. Donc là, il y a des conflits au sein du judaïsme observant aussi, qui rejaillissent dans les critiques qui sont formulées à l'égard de Shtizel. Voilà. Sonia Goldblum, merci pour cette intervention autour de cette série israélienne Shtizel qui a permis aussi de voir, de comprendre le fonctionnement de ces communautés ultra-orthodoxes que l'on voit parfois aux informations, à la télévision et qui nous posent des questions quand on ne connaît pas ce milieu. Et j'espère qu'en écoutant l'émission et en découvrant cette série, les auditeurs pourront voir, interpréter des choses là aussi qui leur permettra de comprendre comment vivent ces gens dans ces quartiers, comme vous l'avez dit, de Géoula, notamment à Jérusalem, mais aussi parfois dans d'autres espaces plus conflictuels, notamment les colonies avec la Palestine. Sonia Goldblum, vous avez fourni, comme toujours, un petit résumé de ce que l'on a dit aujourd'hui dans l'émission et une bibliographie indicative que l'on retrouve sur notre site histoireensérie.com à la page de l'émission 86. Vous retrouverez aussi, chers auditeurs, sur le site nonfiction.fr un résumé de l'émission et les liens pour aller l'écouter sur les différentes plateformes de podcast et sur YouTube. Sonia, il ne me reste plus qu'à vous remercier. Et puis, merci à bientôt. À vous. À bientôt peut-être. À bientôt. Au revoir. Au revoir.
Retrouvez-nous sur Twitter @Histoire en série pour connaître le programme à venir ainsi que des conseils bibliographiques. Travel not just to clean. Such a beautiful place.